Fortier. Salut Rémi, comment ça va? Ça va, bonjour à tous. Je suis très très content de t'avoir ici. Ça fait bizarre, encore une fois, d'avoir une tête que je connais, mais que, euh, comme je disais tout à l'heure, que au final, sur ton parcours et ton travail, je connais moins de choses que ça. Donc ça va me faire très plaisir de découvrir un peu ton parcours très atypique. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, pour ceux qui nous regardent? Ouais, je m'appelle Rémi, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je travaille actuellement chez OnePoint, où je suis facilitateur. Je fais de l'intelligence collective. Je travaille sur l'accompagnement d'entreprises dans leur transformation à travers donc l'intelligence collective. Il se trouve que, étant plus jeune, j'ai été pro d'un jeu de cartes qui s'appelle Magic, qui est un e-sport maintenant. Donc, on peut dire que j'étais joueur d'e-sport par conclusion, peut-être. Même si le terme est un peu anachronique, mais voilà. Et au milieu de ça, j'ai fait du théâtre, et au milieu de ça, j'ai fait de la spéculation financière, donc 3-4 univers qui ont un peu rien à voir, mais et finalement, je crois que les thèmes, disons que le point commun, c'est moi au milieu, quoi, entre ces 4 trucs-là, mais en fait, j'ai un peu abordé tout de la même manière, enfin, je ne sais même pas si je l'ai abordé, mais ça s'est un peu imposé à moi, c'est aussi la manière dont je suis et dont je fonctionne, donc je crois que l'enjeu, c'était un peu de creuser ça, ces sujets-là, et de pouvoir en parler un peu. C'était une Mhm. présentation longue, je crois, mais bon, voilà, au moins, je ne voulais pas rater. Non, t'inquiète pas, c'est vraiment tout l'espace est à toi, donc fais comme chez toi. C'est moi qui suis l'intrus, c'est ton territoire, et moi je suis que là pour poser des questions et qu'on creuse ça ensemble. Euh, est-ce que justement, est-ce que tu peux décrire l'intelligence collective, donner une définition pour toi et ta vision aussi de la chose? Bah, hmm. Cette question est à la fois tellement simple qu'elle force à l'humilité en face d'elle, parce qu'elle englobe en même temps beaucoup de choses. En tout cas, la manière dont Ouais. moi je le perçois, je le vis et je l'aborde, c'est que, a priori, plus de personnes qui réfléchissent à un même sujet, ça donne des réponses d'une qualité plus grande que s'il y en a moins. Enfin, ça, disons que c'est Mhm. j'ai envie de dire, l'hypothèse. En revanche, dans la pratique, la manière exactement dont le procédé et cette intelligence-là va se construire ou se co-construire, comme on dit, elle peut être entravée par plein d'éléments très naturels, voire peut-être un peu bêtes, qui peuvent mettre en fait une barrière à cette intelligence-là. Par exemple, si on prend Mhm. un cas très factuel, mettons 6 personnes qui réfléchissent à, je sais pas, un truc, voilà, ils ont un objectif en commun, un but supérieur qui leur est commun en fait. Mhm. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui est extrêmement timide, eh ben, ça va être difficile pour cette personne-là d'exprimer ses idées, de les faire exister en fait dans cette espèce de hive mind collectif. Et donc, du coup, la timidité, c'est un enjeu en fait pour un groupe, et pas que pour la personne, parce que c'est aussi le groupe qui profite pas de son intelligence. Et de l'autre côté, à l'extrême inverse, aussi quelqu'un qui s'exprimerait trop. Ça pourrait aussi être un sujet de répartition de parole, mais on pourrait même aussi prendre un autre point, une personne qui s'exprimerait trop bien en fait, et s'exprimerait si bien que les autres se mettraient à penser ce qu'elle pense, non pas parce que l'idée est formidable, mais parce que c'était si bien dit. En fait, alors, à l'autre extrême inverse, une superbe idée dit formulée de manière si peu audacieuse qu'en fait, personne n'y croit, alors qu'en fait, c'était peut-être quelque chose. Et en fait, ces sujets-là, en fait, sont très multiples et protéiformes, j'ai envie de dire. Et mon travail, c'est de créer les conditions pour que cette intelligence-là puisse émerger, en fait. Parce qu'elle est déjà là, c'est déjà la matière première, les personnes viennent avec. Et moi, en tant que Mhm. facilitateur, du coup, mon enjeu est de faciliter l'émergence de cette intelligence-là. Ah, super. Et donc, du coup, ta posture dans un atelier comme celui-ci, est-ce que ouais, tu peux le décrire pour les gens qui connaissent ni la facilitation, ni l'intelligence collective? Enfin, un atelier avec Rémi Fortier, ça ressemble à quoi? Ouais, alors le mot de posture est intéressant ici. Alors en fait, on parle de posture basse et de posture haute. Là où la posture haute serait celle de quelqu'un qui sait
et qui délivre à l'audience ce savoir. Donc ça, c'est plutôt le consultant, j'allais dire classique, mais le consultant, le conseiller, expert d'un sujet qui vient apporter son expertise et la transmet. Et à l'inverse, le facilitateur, lui, apporte de la méthodologie. Et donc, on est plutôt sur ce qu'on appelle la posture basse, au sens où ce sont les personnes qui ont le savoir et le facilitateur n'intervient pas sur la partie expertise. Et même pour aller plus loin, on se rapproche on est très très proche du journalisme en fait, sur quelques aspects, et la tentative de tendre et de se rapprocher le plus possible de l'objectivité pour ne pas apporter ses points de vue, sa subjectivité à soi dans l'intelligence qui est construite par les personnes, parce que c'est pas ça qui est demandé en fait. Mon intelligence à moi, elle n'a pas lieu d'être sur le sujet des pneus, dans je sais pas quoi en fait. Déjà parce que c'est pas ce qui est demandé, et deux, c'est pas mon destin après en fait la vie de cette idée-là. Et du coup, s'il y a un bout de moi dans cette idée-là, quel est l'intérêt pour eux en fait? Ils ont besoin d'avoir quelque chose à eux. Donc c'est là où on parle de posture basse, et donc tout l'enjeu c'est d'essayer de construire le truc. Parfois, il faut savoir, l'énergie dans un groupe parfois retombe un petit peu aussi, puis il faut savoir relancer, mettre un petit pic ou un petit quelque chose pour remonter, et pas mettre de subjectivité justement ici, parce que il arrive parfois qu'on ait un avis, et peut-être même parfois qu'on soit très expert sur le sujet dont parlent les personnes autour de la table, et là c'est d'autant plus difficile de pas apporter son expertise, ou en tout cas d'utiliser assez pour juste faire rebondir avec quelque chose de bien senti mais qui donne pas d'indice. Enfin voilà, c'est un peu tout le jeu. Bon, par chance, souvent je connais rien à ce que disent les personnes, je comprends même très fréquemment pas du tout, et je m'en cache pas, et je le suraffirme même, je le feins même parfois. Parce qu'au moins comme ça, il n'y a pas de sujet quoi. Juste moi je gère la méthodologie et vous gérez le sujet, et voilà. Et alors évidemment, je m'efforce de comprendre et tout ça pour comprendre la dynamique, voir ce qui se passe, mais je fais de mon mieux pour en rester en dehors. Ah, c'est super. Et justement, quand tu expliques ça à tes clients, un peu, hein, je schématise et je vulgarise, mais que vous allez travailler et que moi je vais mettre un peu d'huile partout dans les rouages, au début, est-ce que ça les surprend, Il cette y façon de a, travailler? ça dépend. Évidemment, il y a une question culturelle ici. Déjà, il y a le niveau zéro, j'ai envie de dire, enfin zéro. Disons que le premier niveau de maturité sur ça, ça serait, mais est-ce que vous travaillez en fait, qui est une question légitime en fait, parce qu'on est consultant, on n'apporte pas d'expertise. Et en fait, soit avec la preuve par les faits ou les exemples ou etc., ou en étant vraiment pertinent sur le sujet. Et tu vois, par exemple, les questions d'intelligence collective, les personnes qui peuvent pas s'exprimer, les personnes qui s'expriment si bien qu'eux, etc. Tu vois, ça c'est que des formules que j'ai dit 200 fois, et que en général la personne comprend la valeur ajoutée en fait d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Et c'est tout l'enjeu en fait, hein, de faire comprendre que justement quelqu'un qui s'occupe de ça, ça a sa valeur ajoutée. Et après, il y a parfois des personnes qui viennent nous chercher, enfin des clients, en sachant directement ce qu'elles veulent en fait, en sachant que bon voilà, on va faire par exemple typique, on va changer quelque chose dans l'entreprise, je sais pas quoi, je sais pas quel logiciel, je sais pas quel bureau, je sais pas quel truc, on va changer ça. Et une méthode courante pour construire le consentement et l'obtenir des employés, ou en tout cas des opérationnels, c'est de leur faire construire un bout de la solution. En fait, il y a eu pas mal d'études sur ça, que un certain pourcentage très élevé, 33 je crois de mémoire, échoue, 33% des transformations échouent par résistance des employés. Donc il y a un enjeu d'avoir leur assentiment, tout simplement. Et la meilleure manière que les personnes soient d'accord, c'est que ça soit aussi leur projet, en fait. Et c'est beaucoup des use cases, j'ai envie de dire, de l'intelligence collective, où le top management a donné une direction, a une vision, en fait, ce qui est son travail. Et l'enjeu maintenant, c'est de construire le chemin avec les middle managers et les opérationnels, en fonction. Donc c'est ça à peu près pour répondre schématiquement à ta question. Mmh. Mmh. OK. Et tu le disais tout à l'heure, donc c'est un travail qui peut s'incruster dans n'importe quelle industrie, n'importe quel métier, donc toi, tu pas forcément besoin de comprendre. Est-ce que tu peux donner une palette de ces clients et de ces différentes industries avec qui tu as bossé? Peut-être des trucs un peu, uniques, des expériences qui t'ont marqué?
Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Thales, surtout, Ah, avec qui j'ai travaillé sur un peu toute la palette de toutes les BU, quoi. On a fait les achats, la DSI, la qualité, l'ingénierie. Enfin, on a un peu bossé avec tous, mais en fait, tous avaient cette transformation qui était commune. C'est pour ça qu'on avait travaillé avec un peu tout le monde, et ils disaient tous ok. toujours des mots que je comprenais pas, hein. Tu te doutes bien que quand tu as des ingénieurs de Thales qui parlent, si tu veux, moi en ayant fait du théâtre, je comprends pas exactement ce qui se dit. Mais surtout que même au-delà de ça, même si tu connaissais le sujet, en fait, chaque entreprise a ses acronymes, ses trucs, enfin, ces noms de Ouais, BU que tu peux pas comprendre, en fait, si t'es pas dedans, son organisation qui lui est propre, parce que même si schématiquement tu pourrais la recomprendre, bah, en fait, avec les noms et les spécificités, en fait, tu comprends rien, globalement, quand il y a c'est un peu comme quand tu as deux experts de tel artisanat qui parlent, de menuisier qui parlent, franchement, tu comprends rien, bah là, c'est pareil, quoi, même si tu pourrais comprendre s'il y avait les bons termes, quoi. Donc, c'est à peu près ça. Bon, mm, bref, on a petite digression. Bon, bref, j'ai travaillé pas mal avec Thales, mais en fait, il y a plein de manières de vivre l'intelligence collective, enfin, de la vivre et de la travailler et de la faire évoluer. Sauf que moi, je l'ai beaucoup fait via l'événementiel, enfin, l'événementialisation des événements. En fait, euh, générer un événement, ça crée un moment marquant, un moment clé, en fait. Et dans une transformation, créer un temps fort comme ça, quand on est sur une information clé à partager ou un déclic majeur à construire, le faire par un événement avec beaucoup de personnes. Donc, en fait, un séminaire, c'est ça marche bien, quoi. Il y a plein d'autres manières, mais le séminaire marche bien. Et mhm, spécialement à l'heure digitale, pour avoir vraiment l'attention de toutes les personnes, si tu veux l'attention de tes 40 ou 80 managers, tu leur envoyer un mail, a priori, le taux de rétention de l'information n'est pas très fort, donc sur le séminaire, ça marche bien. Donc je marche beaucoup par le séminaire qui est par essence one shot, en fait. Donc ça m'arrive beaucoup mm, de faire un séminaire avec un que je ne revois plus jamais. Il se trouve que les consultants, les leaders de la mission, tout ça continue de travailler et font mûrir ce projet qui est celui de leurs clients et le leur. Mais moi, juste, je ne le revois pas. Donc, du coup, j'ai vu une palette d'entreprises grandes. J'ai vu je sais pas, des entreprises du luxe, d'autres qui font du fromage, d'autres, je te disais, Thales, avec des secteurs de la grande distribution, de la com, Club Med, enfin, tu vois, genre, en fait, ça marche sur toutes les entreprises, j'allais dire assez grandes, mais non, en fait, ça marche. En fait, ça marche avec tous les gens qui veulent donner la parole euh, à la base, en fait, hein, globalement. mm. Ouais, c'est effectivement ça. Vas-y, tu voulais dire un truc? Non, c'est multi-industrie. Non, non, ouais. Enfin, en fait, disons que c'est une méthodologie, en fait. Enfin, c'est comme un outil, si tu veux, tu peux faire plein de trucs avec, quoi. Dans un peu Mm, tout, ça reste un outil, quoi. Ça demande plus un contexte qu'une industrie, je pense. mm. Petite overview de l'intelligence collective. Ah oui, j'adore, je trouve ça super intéressant. C'était effectivement, je me rappelle beaucoup que c'était toi qui m'avais donné beaucoup de pistes sur le host leadership et justement comment faire une bonne rétrospective, puisqu'au final, la rétrospective, c'est de l'intelligence collective, puisque l'équipe cherche à améliorer ses pratiques et ses processus. Et c'est vrai que ouais, c'est un de mes ateliers préférés dans l'agilité, l'animation de la rétrospective. Je trouve ça vraiment top. Et par rapport à ton profil, Rémi, donc je suppose que dans le monde du consulting, généralement, on demande souvent un CV, quelle école tu as fait, d'où tu viens. Est-ce que toi, t'es pas arrivé un peu comme un ovni avec ton profil de joueur pro de Magic, de théâtre, voilà, vraiment des expériences très diverses et variées et pas ce moule du consultant qui a fait Dauphine ou HEC ou je sais quoi d'autre. Euh, comment ça a été reçu tes premières expériences, tes premiers retours avec les clients? Alors moi, c'était dans un contexte très spécial que j'ai mis le premier pied là-dedans. C'est via Pedro Canali, donc que tu as eu Mhm, qui est passé par chez toi déjà. Donc Pedro en 2017, donc fin 2016, début 2017, il cherchait des profils différents, vraiment rien à voir avec le conseil, pour faire du conseil, j'imagine, différemment. Alors, j'étais pas dans les conversations stratégiques de l'époque, pourquoi? Mais en tout cas, il y a un matin, Pedro, que je connaissais depuis 10, 15 ans, tu vois, de Magic, qui m'envoie un message sur Facebook
Et il me dit, tu vois, le truc très quotidien, inattendu et tout ça, j'ai un truc, passe, tu vas voir, les locaux sont sympas, on va bouffer après et tu vas voir, ça va te plaire. Bon, bah, je fais confiance à Pedro. En général, Pedro, c'est quelqu'un qu'on écoute et voilà, que j'aime bien et puis j'aimais bien voir. Donc je suis allé et en fait, c'était les fameux dry runs. Donc les dry runs, c'est là où on s'est rencontrés aussi. Alors en fait, ce que Pedro faisait, il essayait de faire et il réussissait, un collectif de facilitateurs dans une entreprise qui est OnePoint, mais ce collectif de facilitateurs n'était pas des employés OnePoint. Donc en fait, il avait créé un événement qui s'appelle Dry Run. C'était tous les jeudis après-midi de 14 à 18 heures. Toutes les personnes qui s'intéressaient à l'intelligence collective ou qui voulaient s'y intéresser et qui connaissaient potentiellement rien, il les réunissait dans une salle et il se passait un truc. Mais il n'y avait pas beaucoup plus de thèmes que ça. Alors évidemment, lui, au début, préparait un peu, essayer de donner envie de un programme, un teaser, un truc. Mais globalement, le fait de se rencontrer était l'événement en soi, en fait, de Ouais. cette espèce de melting pot global où se croisaient le prof de karaté, le business, le vendeur qui venait de passer du hall couloir de OnePoint, qui était lui salarié ici, qui se demandait ce qui se passe. Enfin, il y avait un grand melting pot. Il m'a proposé de venir une fois. Je suis venu une fois, Ouais. 2 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, jusqu'à les organiser moi-même. Donc c'est à peu près comme ça que ça s'est passé en fait. Mais, en fait, il n'y avait pas de projet en fait de ma part. Enfin, je suis juste venu là-bas en fait quoi. Et puis tu vois, je m'attendais pas à foutre les pieds dans un cabinet de conseil si tu veux. Et je savais même pas ce que c'était d'ailleurs un cabinet de conseil. Et tu vois, j'étais venu en Audi, machin. Enfin, tu vois, j'étais post-adolescent classique quoi. Mais en fait, les gens ils étaient trop brillants. Ils savaient trop de trucs et ils étaient trop malins. C'était hallucinant. Bon, déjà Pedro, il est plutôt malin, mais même il y avait un type, il m'a giflé. Ça m'a giflé. J'avais pris une gifle intellectuelle comme ça. Il s'appelle Samuel Bernier, il travaille toujours chez OnePoint Ouais. depuis. Et lui, Ouais. il est donc ingénieur industriel de formation et c'était un des pionniers qui avait commencé, enfin, travaillé sur les imprimantes 3D. C'était la première personne pour dire qu'il avait fait une pièce imprimée en 3D qui pouvait bouger, mais qui était imprimée en une seule fois. Avant lui, avant sa découverte, fallait les assembler ensuite. Donc c'est évidemment une avancée super importante pour ce truc-là. Et il était là, il parlait et tout ça. Et il était beaucoup trop malin, il faisait que des trucs intelligents et dès que tu lui montrais un truc nouveau, il le comprenait en 30 secondes. Et en fait, il y avait que des gens comme lui dans la salle. Donc du coup, je suis venu, enfin, c'était trop bien en fait. Il y avait que des gens trop intelligents qui avaient fait plein d'études et tout. C'était un paradis, c'était un banquet de la connaissance en fait. Donc bah, j'y revenais toutes les semaines et puis il y avait une liberté, une espèce de ton jeune en fait. Enfin, il y avait une dynamique quoi. Et j'ai été happé par cette dynamique en fait, tout simplement quoi. Même si voilà, tu vois, le conseil au début, enfin moi je savais rien de ce que c'était quoi. Et donc je suis venu. Bon, à force de venir, j'ai commencé à comprendre un peu de quoi on parlait. Et un jour, Pedro m'a dit bah voilà, il y a un client, il nous faudra un facilitateur pour truc. Donc bah voilà, je suis venu une fois, ça s'est bien passé, une deuxième fois, et puis bah tu vois, de fil en aiguille, tu grimpes l'échelle quoi. Voilà comment ça s'est passé. Donc ouais, moi pour moi c'est la gifle en fait, ce qui m'a fait rester en fait. Hein. J'avais pas pour projet de travailler d'ailleurs tout court à ce moment-là. C'était pas trop dans mes plans en fait. Donc mais voilà. Tu faisais quoi à cette époque? Je faisais de la spéculation financière. Ah ouais, d'accord, ouais. Je faisais de la spéculation, donc je vendais. En fait, il y a donc il se trouve que je venais de Magic et il est possible de jouer à Magic sur Internet. Et en fait, le logiciel officiel de l'époque était fait d'une telle sorte qu'en fait, il y avait un système d'achat-vente des cartes pour que les joueurs puissent jouer avec. Mais il y avait des vrais cours en fait, des cours financiers, des nouvelles cartes qui sortaient, d'autres qui stagnaient, etc. Et à cette époque-là, je jouais plus beaucoup au jeu, mais j'avais quand même bien compris qu'il y avait des trucs qui montaient et d'autres qui descendaient et que tu pouvais transformer tout ça en de l'argent. Et du coup, bah, je me suis juste mis à faire ça, à suivre les courbes, etc. Alors, j'avais pas aucune connaissance en spéculation, ni en finance, ni rien. Mais avec la connaissance profonde du jeu et en connaissant bien tous les acteurs et tout ça, bah, j'ai fait ça quelques temps et ça faisait des ronds. Voilà. Donc c'était une vie pratique, quoi, une vie. J'étais sur mon ordinateur chez moi, je travaillais quand je voulais, juste je suivais les trucs je suivais les courbes sur mon téléphone et voilà quoi. Ouais. Voilà. Ouais, Voilà l'histoire. un truc différent quoi. Et justement, Magic, moi, c'est ça qui me fascine. C'est qu'au final, tout ce que tu as fait à Magic, enfin, j'ai pas envie de dire que ça t'a préparé pour ce que tu fais aujourd'hui. C'est qu'en fait,
avais trouvé ta voie dès le début avec la façon dont tu as introduit, notamment comment tu as coaché l'équipe c'était quoi le championnat d'équipe, pardon. Le chemin du monde par équipe, ouais. Ouais, championnat du monde par équipe de Magic, dont tu étais le préparateur, le coach, si je me trompe pas. Ouais, bah en fait à cette époque-là, je m'intéressais vachement à la question de comment est-ce qu'on fait pour gagner mieux en équipe, qui est exactement la même question de l'intelligence collective. C'est littéralement la Ouais, même ouais, chose, tout à mais fait. appliquée C'est ça. aux sportifs de haut niveau. Et j'étais vraiment très passionné par ce truc-là. Il se trouve que je jouais assez bien pour être parmi eux, mais en vrai, le jeu, ça devenait un prétexte en fait. Et tous les joueurs autour de moi, eux, étaient toujours passionnés dans le jeu, passionnés par la performance, happés par la victoire, etc. Et du coup, j'ai assez vite pris ce rôle de, j'ai envie de dire, ouais, philosophique en fait, de construction, de vers où on va, comment on fait, pourquoi on fait ça, pourquoi on s'y prend comme ça et pas comme ça, etc. Et du coup, j'ai commencé à prendre ce rôle-là en France, quoi, tout simplement. Et du coup, au moment des championnats du monde par équipe, chaque année, j'étais en discussion avec l'équipe de France. Et cette année-là particulièrement, parce que aussi tous les joueurs qui étaient dans l'équipe de France ou presque de cette année-là, c'était que des joueurs avec qui on communiquait et co-construisait ce truc-là tout le temps. Donc du coup, j'étais en contact direct avec eux. Et puis la veille de leur phase finale, la nuit, j'étais en train de pédaler pour leur donner des réponses pour préparer le lendemain, etc., pour être dans le dur, quoi. Et donc pour rebondir sur la préparation, ça me fait vachement penser à un discours de Steve Jobs à Stanford, je crois, où il dit l'expression connecting the dots, donc je sais pas, on pourrait dire relier les points. En fait, il dit, c'est assez intéressant, c'est très poétique, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est intéressant. En fait, quand on regarde derrière nous, tous les points se relient les uns aux autres. On ne sait pas forcément. Quand on vivait ces points-là, donc ces moments de vie, on ne savait pas qu'ils allaient se relier, mais en fait, quand on se retourne, tout se relie parfaitement, comme si c'était parfaitement orchestré. Et lui donne l'exemple de quand il faisait ses études à Stanford, il y avait un cours de calligraphie auquel il allait, mais ça n'avait aucun intérêt, aucun rapport, et ça, juste il aimait bien, quoi. Et en fait, ce cours de calligraphie, ça a donné dans le Mac, en fait, c'était plus joli parce qu'il avait appris ça là-bas, il avait cette intuition de l'UX, en fait, en gros, dès le début. Et franchement, quand il allait à ses cours de calligraphie parce que ça le faisait marrer, en fait, il n'y avait pas de Macintosh en vue, quoi. Et en fait, pour moi, c'est un peu pareil. Voilà, pour revenir à ça. Il se trouve qu'à Magic, c'est un jeu un contre un qui se prépare à plusieurs. C'est une spécificité majeure, une différence avec le tennis, par exemple, où c'est beaucoup seul avec soi. Magic, ça se joue, tu peux pas tout seul, en fait. Tu es obligé de le faire à plusieurs. Et il y a un rapport à l'innovation, donc il faut construire des choses dans un temps en partie, sous pression, ensemble. Donc la pression en groupe dans un objectif important, autant te dire que il y a 1000 manières de se planter alors qu'on avait la bonne réponse, quoi, en gros. Ouais. Donc j'ai fait ça plein de fois, et du coup, en fait, ça me faisait de la matière et des exemples concrets pour l'intelligence collective, en fait. Et du coup, ça, pour moi, je le relie à quelque chose de très concret. Tu vois, par exemple, sur la facilitation, un truc sur lequel je mets vachement l'accent, c'est notamment sur l'impact, j'ai envie de dire, du corps dans les ateliers. Parce qu'au bout d'un moment, le corps reprend ses droits, en fait. Au bout d'un moment, quelqu'un qui a faim, il veut manger. Ouais. Tu vois, tu peux pas lui faire sortir de l'intelligence. Et un fumeur, il veut fumer. Et une maman qui s'inquiète pour son enfant, elle veut l'appeler, tu vois. Et donc, tu peux pas faire des ateliers qui mangent les pauses et des pauses de 30 secondes et vite, on reprend. Et l'atelier qui dure jusqu'à 13h30. Non, à 13h30, les gens, ils ont faim, ils sont plus là, de toute façon. Et ça, c'est des trucs que j'avais vu concrètement à Magic parce que, il y a moins aussi, tu vois, le polissage corporate des personnes qui, poussent le quart d'heure de plus quand même parce qu'elles sont professionnelles ou j'avais les gens autour de moi, ils étaient nature, quoi. Ils ont faim, ils veulent manger, quoi. Ils t'écoutent plus. Ouais. Et du coup, j'ai pu réimporter ces trucs-là dans le conseil aussi. Et je crois que ça, c'est toujours difficile, tu vois, de savoir l'impact de ce genre de trucs-là, mais je crois avec les indicateurs que j'ai que ça pèse et c'est en ça que les points se relient. Les points se relient aussi à travers le cours Florent, évidemment. Donc après Magic, je déroule. Hein, je sais pas, tu me dis, tu me stoppes, tu me dis si j'avance. Parce que là, j'ai pris le fil et ça vient tout seul, quoi. Hein. Et ouais, donc en fait, de 2007 à 2009, j'étais pro à Magic. Après, j'ai arrêté parce que je devenais un peu mauvais, quoi, tout simplement, quoi. Et j'ai
repris des études, ce qui ne voulait pas être des études, parce que juste je faisais ça parce que ça avait l'air marrant de faire du théâtre. J'ai fait un casting au cours Florent. J'avais jamais été au théâtre de toute ma vie et j'ai été pris. Quel scandale. Mais bon, voilà. Parfois, ça se passe bien. Et voilà, j'y suis allé. Évidemment, la première année, j'ai redoublé. J'avais jamais lu une pièce de ma vie. Je savais pas qui c'était Molière. Enfin bon, il y avait des bases évidentes qui me manquaient. Mais bon, voilà, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et ça m'a bien. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant. À la fin, je pouvais plus lâcher les bouquins des mains, quoi. J'adorais trop ça. Et en fait, là, ce que j'ai appris, c'est l'expression orale, en fait. Enfin, ces travaux de facilitateur, en fait, où tu es un à gérer un groupe, en fait, c'est une scène. Enfin, bon, après, pour reprendre il y a une pièce de il y a une pièce de Shakespeare où il y a un personnage qui dit le monde est une scène de théâtre, et dans ces cas-là, tu les retrouves. Et puis même la présentation du consultant, le monde est une scène de théâtre, évidemment. Le public suspendu à ton silence avant la prochaine expertise passionnante, et les gens qui disent très bien ou pas, ou déçus, et toi de toi-même. Enfin, genre, tu retrouves tous les codes dans ce truc-là. Et en fait, dans la vie, un peu tout le temps, tu vois, tu t'exprimes plein de fois, tout ça, devant du monde, etc. Et puis tu sens bien que quand tu t'exprimes face à une personne ou face à 10, c'est pas la même chose que tu ressens et la même pression que tu vois qui vient de leurs yeux et tout ça. Donc j'ai appris tout ça là. Et en fait, l'intelligence collective sur Magic plus l'expression orale sur le cours Florent, plus 2-3 autres trucs plus tard, en fait, ça donnait les séminaires, quoi. Plus évidemment Pedro, grâce à qui j'ai tout appris et sur place et avec qui les contacts et tout ça, mais enfin, j'avais des trucs à amener, quoi. Le mania du conseil, Pedro Canali. Ouais, ce qui est intéressant chez Pedro, c'était cette idée que dans Magic, en fait, il y avait beaucoup de profils qui, selon lui, avaient une vraie valeur ajoutée dans le monde du travail, mais ils ne le savaient juste pas, en fait. Ils ne le savaient pas, ils ne savaient pas le dire, ils n'avaient pas appris à le dire avec ces mots-là. Il y a aussi une question culturelle. Dans le conseil, enfin, il y a des mots précis à dire, d'autres à pas dire, tu vois, le mot problème, par exemple, tu vois, vaut mieux faire attention, tu vois, où il y a des types de manières. Enfin, voilà, c'est un monde culturel avec son intelligence propre et qui s'attend à ce que tous ses membres s'expriment avec cette même intelligence. Et quand tu les as pas, c'est pas facile. Et en fait, Pedro faisait une espèce de passerelle. Il se mettait et du coup, grâce à lui, on pouvait inventer des trucs, en apprendre d'autres, et voilà. Génial. Ah, c'est fou, hein, comment tout s'est aligné. Et enfin, c'est pas que de la chance, hein, bien sûr. Je pense que tu y es pour énormément, énormément beaucoup, puisque au final, à l'époque, quand tu faisais ça déjà sur Magic, enfin, vous étiez pas beaucoup à faire ça, si je me trompe pas. Ce genre de bootcamp tel que tu les faisais, toi à l'époque. Non, pas trop. En fait, je commence vraiment à croire profondément que le professionnalisme d'un milieu vient de l'argent qu'il a gagné. Enfin, je peux voir est quasi proportionnel, en fait. Et dans Magic, à cette époque, au moment où on commençait à s'y intéresser, il n'y avait pas beaucoup de fric, quoi, pour le dire concrètement. Et du coup, pas beaucoup de fric à gagner, pas beaucoup d'investissement, au moins temporel, mis sur la réflexion de comment gagner plus, en fait, quoi. Et du coup, on s'est intéressé à cette question-là. Il y avait quelques personnes mondialement, mais enfin, c'était secret, c'était pas diffusé, parce qu'évidemment, c'est un avantage compétitif, en fait, de savoir mieux que les autres comment s'entraîner. Donc, tu vas évidemment pas en parler. Et alors, si en plus, contextuellement, personne n'en parle, c'est encore mieux, en fait. Tu gardes ton avantage et les autres comprennent même pas pourquoi ils perdent, quoi. C'est la victoire idéale, j'ai envie de dire. Et du coup, on s'est intéressé à ça, mais en fait, il y a de très belles inspirations, en fait. Déjà, les échecs, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Magic, en fait, sur ça. Dans ça, déjà, que c'est un sport intellectuel, et qui a à la fois ce truc extrêmement rigoureux et en même temps pas si connu que ça. Donc, cette espèce de confidentialité extrêmement exigeante. Il y a plein de choses. Et puis même, les joueurs d'échecs sont pas si loin de nous. Souvent, on en connaît, etc. Ils sont pas très loin, donc on peut les interroger, on peut leur parler. Ils sont pas très connus. Donc, c'est pas des stars mondiales, quoi. Je veux dire, tu peux parler à un joueur top 10 français d'échecs. Il est très accessible. Peu que tu aies envie de lui parler. Mais on parle pas de Michael Jackson, quoi. Tu vois, si tu veux parler au top 10 du rap mondial, si tu veux, tu vas pas du tout pouvoir lui parler du tout, en fait. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas lui demander ses conseils, quoi. Et là, c'est possible. Donc, on a pu les interroger sur des questions
qui peuvent sembler triviales, mais comme l'alimentation. Tu vois, quand tu veux, si tu veux avoir une performance intellectuelle à des moments clés dans la journée, bah, comment est-ce que tu t'alimentes avant, après, c'est quoi ton rythme de vie, tout ça, comment tu dors, comment tu fais pour avoir le sommeil. Enfin, tu vois. Et en fait, tu commences à tirer ce fil-là et il y a tout qui vient, quoi. Du coup, tu arrives sur, bon, alors la caféine, c'est comme ça, les féculents, le sommeil, machin, la qualité de sommeil. Et en fait, tu te dis, ben, je vais optimiser pour le tournage. Ah oui, mais du coup, il faut que ça soit pour toute ma vie. Bon, allez, c'est parti. Allez, du coup, et en fait, il y a tout qui vient, quoi. Ça transforme toute ta vie et du coup, tu passes par le sport, etc. Et les joueurs de poker aussi ont été, et là, bon, là, il y avait encore Pedro par là, pas loin, mais les joueurs de poker ont été des phares formidables parce que eux, ils avaient du fric en fait, parce que c'est justement le principe de leur jeu en fait, c'est que ça se joue avec de l'argent, donc ça pleut en fait. Et en plus, il y avait plein de monde et c'était très populaire, donc c'était nickel quoi. Et du coup, ils sont allés très loin sur les diététiciens, les trucs de sport et tout ça. Donc on a essayé de faire un peu tout ça avec 3 bouts de ficelle, donc on essayait de prendre le mieux, etc. Et voilà. Et j'espère, bah, ça nous donnait un avantage. Bah, là, ça se passe bien pour la France maintenant, donc j'espère que c'est aussi grâce à ça. Super. Vraiment, vraiment super passionnant. En tout cas, merci encore Rémi de tous ces insights et de ton énergie. Moi, je kiffe. Vincent a l'air de kiffer aussi. Et il te pose d'ailleurs la question, pourquoi et comment tu es passé des cours Florent à Magic? Bah, ça s'est Je te passé laisse. dans. Ok, merci. Mais j'avais pas vu qu'il y avait des questions sur discussion là. Désolé. Ah, vas-y, déroule. Ok, ok, d'accord. Bah, j'ai compris. Ok, merci. Bon, bah, bonjour à tous. Salut Vincent. Alors, pourquoi des cours Florent à Magic? Bah, en fait, j'ai fait le truc dans les deux sens. Bon, d'abord, 2007-2009, j'étais pro à Magic. Hmm. 2000, jusqu'à décembre 2009. Janvier 2010, je suis rentré au cours Florent. Donc j'ai fait ça jusqu'à 2014-2015. Et là, j'avais complètement arrêté Magic. Enfin, juste j'avais voilà le jeu de société pour passion toujours, mais voilà, j'étais à fond dans le théâtre. Là, à ce moment-là, j'ai essayé de transitionner en faire de l'argent, quoi. Sauf qu'en fait, j'avais pas du tout compris que c'était une industrie, en fait, qu'on payait pas les gens pour avoir bien lu Shakespeare, pas du tout, pas du tout. On les payait pour que parce que c'était une somme un pourcentage de la recette et machin. Enfin, en fait, c'était du business, quoi. Et ça, j'avais rien compris. J'avais pas du tout compris que voilà, du coup, tu avais des exigences de production et que du coup, voilà, j'étais à l'ouest, donc j'ai évidemment pas du tout réussi à transitionner dans ça. Donc là, j'ai un peu galéré de 3 ans. J'ai été conseiller au téléphone en Irlande. J'ai été serveur sur la côte normande. J'ai fait du bâtiment. Tout ça avant de me rendre compte qu'en fait, travailler avec sa tête, c'était beaucoup plus rentable que travailler avec ses mains. Donc c'est là que j'ai fait de la spéculation financière. C'était beau. Déjà, il fait pas froid. Déjà, c'est con, mais quand il fait chaud, c'est mieux. Et t'as pas mal aux mains et c'est pas fatigant. Et tu vis dans ta vie. Donc c'était vraiment parfait. Et puis j'étais chez moi, et je faisais ce que je voulais, j'avais pas d'horaire, il n'y avait pas de hiérarchie, enfin c'était nickel quoi. Donc j'ai fait ça. Ouais. Et en fait, en refaisant de la spéculation financière sur Magic, bah du coup, tu as toujours, enfin à la base de l'aspect, tu as l'information en fait. Et donc du coup, je réactivais tous mes réseaux de Magic pour mieux connaître, etc., être au courant, etc. Et c'est là que petit à petit, j'ai repris. Et vers 2016, j'ai commencé à rejouer. Et après, je me suis requalifié, j'ai refait des tournois pro et je me suis retrouvé dans les cercles. Et en fait, 5 ans après ma carrière pro d'adolescent, en fait, que j'avais fait en mode voilà, moi je veux bien jouer aux cartes et c'est tout, je joue aux cartes, je joue aux cartes, je joue aux cartes. Là, en fait, j'arrivais avec cet œil un peu plus pro, peut-être en fait aussi toutes les questions de mise en scène, parce que le théâtre, c'est beaucoup de préparation, de préparatifs, tu as toute cette exploration du rôle, etc. En fait, ce qui se passe sur scène, en fait, c'est pas le résultat de ta performance sur scène, c'est le résultat aussi de ta préparation. Donc, j'ai amené ça sur Magic et c'est comme ça que je suis revenu dessus et pendant 2-3 ans, j'étais semi-pro, mais surtout intéressé par les questions de la préparation. Et après, là-dessus est venu Pedro vers 2017. Donc il y avait plein de choses un peu à cheval, mais disons que certaines terminaient leur cours pendant qu'une autre prenait, etc. Et voilà. Super. Et t'as gagné un tournoi majeur quand tu étais adolescent, justement, en termes je dirais, de prestige de tournoi, c'était quoi? Puisque tu as été le plus jeune vainqueur de l'histoire, il me semble que c'est toujours. Ouais, c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est un record à Ouais, battre. Mais malheureusement, le problème des ouais, records, c'est que ils sont pas indéfinis. Il y a toujours quelqu'un qui va un ouais. jour faire mieux que toi. Ils ont bien raison d'ailleurs. En fait, il y avait 4 tournois internationaux par an sur lesquels tu ne pouvais aller que sur qualification.
Donc il y avait les tout meilleurs, les champions du monde, tout ça qui étaient invités, et d'autres qui pouvaient se qualifier en gagnant un tournoi qui est à 200 personnes lui-même, etc. Et donc ça s'appelle un Pro Tour. Il y en a 4 par an, la même manière que les grands chelems. Franchement, c'est exactement la même manière que le circuit ATP. Et ce Pro Tour-là, je l'ai gagné. Donc c'est un peu l'équivalent de si j'avais gagné Roland Garros, en gros. Pas mal. Ouais, t'es Raphaël Nadal, quoi. Non, parce que je ne l'ai pas gagné 15 fois d'affilée tous les ans. Donc Raphaël Nadal lors de sa première victoire. Ouais, non, j'ai pas gagné après. J'ai plutôt, tu vois, quelqu'un qui a gagné une fois Roland Garros, c'est bien, c'est très bien, bravo. Mais voilà. Mais après, les vrais reprennent leur droit, quoi. Ok. Ah. Voilà, plutôt ça, plutôt comme ça. Donc non, mais en fait, surtout pour en parler 2 minutes, en fait, c'est les conséquences qui sont, j'ai envie de dire, intéressantes, parce que gagner le tournoi, bon, bah, c'est bien, je me suis bien préparé, j'étais dans les bons réseaux et les bons trucs, et je les ai bien battus ce jour-là, bon, bah, voilà, bien joué, quoi. Mais après, moi, je venais de rentrer en seconde, en fait. Le tournoi, il s'est passé en octobre 2007, pardon, et moi, en septembre 2007, je rentre en seconde, en fait. Donc, autant te dire que le parcours scolaire, il explose tout de suite, en fait. T'as même pas fait un mois au lycée que c'est déjà terminé, le lycée, globalement. Du coup, je me retrouve invité à faire des tournois aux 4 coins du monde, à gagner plus d'argent que mes parents, à signer des autographes. Enfin, tu vois, genre, il y a plus rien qui a de sens, en fait. Même, et même, c'est socialement très excluant, en fait, parce que tous mes amis, tu vois, mes amis du collège, etc., on se retrouve à l'amitié, c'est aussi une réalité qu'on partage, si tu veux. On se reconnaît aussi dans, voilà, tous ces points communs qu'on a, et il n'y a plus de points communs, en fait, ça explose, quoi. Le DM de match, je peux pas le rendre parce que je suis à New York, quoi. Enfin, tu vois, ça a plus de sens dans une vie adolescente. Et moi-même, j'avais du mal à gérer, tu vois, même le rapport à l'argent, etc., parce que quand t'as 16 ans, t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour avoir l'impression d'être riche à milliards, en fait, hein. Ben ouais, tu passes de 0 à j'achète ce que je veux, ça va, enfin, voilà, quoi, ça détend ton rapport au réel, en fait. Et voilà, c'est à peu près ça, ces époques-là. Et donc, bah, en gros, je faisais des tournois, et que je gagnais ou pas, et après, je rentrais au lycée, et globalement, je me faisais engueuler jusqu'à me faire virer, c'était à peu près ça le truc, quoi. Et jusqu'à, donc j'ai redoublé ma seconde, du coup, et fin 2009, du coup, non, c'était juin 2009, du coup, les lycées m'ont dit, bon, c'est bon, tu peux faire tes cours, c'est très bien, mais tu vas les faire chez toi, on veut plus de toi dans une école. Et ouais, non, ce côté-là était un peu plus douloureux. Et du coup, bah, j'ai fait, bah non, je vais pas reprendre, je vais aller directement. J'ai essayé le cours Florent, j'avais une cousine qui était rentrée, elle m'avait dit, ah, c'est cool, on s'amuse. Du coup, je suis rentré, elle m'avait dit où aller toquer. Et du coup, j'ai fait le stage, et du coup, j'ai réussi, etc. C'est comme ça qu'on reprend l'histoire, quoi. Mais du coup, toutes ces années de lycée n'étaient pas avec Magic, enfin, avec tes glorieuses côtés Magic, ou plaisantes, ou parfois non, des fois c'était aussi la honte de la défaite, hein. Enfin, c'est aussi ça, la défaite, quoi. Mais voilà, il y avait le lycée à côté qui était, lui, pour le coup, sombre tout le temps, quoi. Ok. Donc, effectivement, tu n'as jamais passé ton bac? Non, j'ai pas le bac. Je l'ai pas passé, je l'ai pas. Je l'ai pas passé, je l'ai pas. Déjà, le brevet, c'est pas passé loin à ce que je l'ai pas. Mais voilà, du coup, bah ouais, parce que je faisais déjà des tournois. T'imagines bien que si en seconde, j'ai gagné un tournoi mondial, du coup, depuis le collège, ça jouait beaucoup, et j'avais d'autres priorités que le collège, qui était intéressant. Moi, j'aimais bien les cours, en fait. Je trouvais ça intéressant, tu vois, mais juste, bon, voilà, le moment de travailler, bah non, en fait, je travaillais Magic le soir quand je rentrais chez moi, quoi. Donc, forcément, ça marchait pas très bien, quoi. Voilà. Pas déconner non plus. Bah ouais, tu m'étonnes. Et ce qui nous amène aujourd'hui à des séminaires à plus de 200 personnes pour des grandes boîtes, consultants reconnus par ses pairs et par ses clients. Et quand tu regardes, justement, quand tu fais une rétrospective de tout ça, qu'est-ce qui aujourd'hui t'étonne encore le plus sur ton parcours, et puis sur je sais pas, le rapport aux gens? Je sais pas. Ouais, Peut-être me dire. ouais, je vois où tu veux venir. Bah, évidemment, dans le conseil, globalement, tu es entouré de gens qui ont des parcours scolaires brillants, enfin même des parcours brillants du début jusqu'à la fin. Si tu veux, les gens qui ont fait Cagne et Hippocagne, ça impressionne personne, alors que c'est quand même quelque chose, tu vois, ou même, tu vois, les grandes écoles d'ingénieurs, etc.
et qui persévèrent à être formidables dans leur travail et tout ça. C'est un personne. Moi, chacun m'impressionne toujours, évidemment, et surtout en tant qu'encre, être parmi eux, parmi un des leurs, j'ai envie de dire, ou en tout cas à l'espace de ce contrat de travail-là, c'est évidemment très honorifique et ça serait assez facile de regarder le truc avec insolence, en fait, de dire voilà, j'ai pris le raccourci et j'ai pas suivi la règle et je suis quand même là, en fait. Mais sauf qu'au fond, en vrai, bah, déjà, est-ce que il y a aussi une loi des pourcentages, enfin, il y a aussi une loi des grands nombres, si tu veux, quand il y en a bien un sur 1 million qui va réussir, pour qui ça va bien rebondir pour y être. Déjà, cette humilité-là, une humilité forcée par Bourdieu, j'ai envie de dire, elle me force à savoir que ça s'est peut-être bien passé aussi à certains moments. Et par ailleurs aussi, je vois dans leur contact, même si voilà, j'ai la chance d'être parmi eux, assis à la même table, je vois aussi quand même la puissance intellectuelle qu'il y a autour de moi. En fait, je sais que j'ai des trous en fait, et je les ressens souvent beaucoup. Et alors peut-être qu'il y a des trucs que moi j'ai appris via Magic, parce que bah, évidemment pendant que certains étudiaient, moi je faisais pas rien à la place. Mais pour autant étudier, ils ont appris beaucoup de choses que j'ai pas en fait. Donc il y a beaucoup de trous. Donc voilà, il y a une forme de synergie quand même, parce que du coup j'ai des savoirs qui sont peut-être plus difficiles, enfin pas plus difficiles, mais moins proches, moins accessibles, moins directement sous la main, mais qui sont pas non plus voilà. Et ça qui peuvent aider. Tu vois, par exemple, les questions de l'aisance orale. Bon, bah évidemment, quand tu as passé 5 ans à t'entraîner à bien parler, forcément, à la fin, tu arrives à peu près à parler en public, tu vois. Et alors que si tu n'as pas passé ces années-là à t'exprimer en public, bon, bah voilà, il y a un trou à rattraper et ça donne des avantages. Et surtout qu'en plus, il y a un avantage délirant à bien s'exprimer par rapport à pas bien s'exprimer, quoi. Genre, juste, c'est de la triche tellement c'est trop fort, quoi. Donc, c'est vrai, ça devrait être banni, tu vois, faut nerfer la rhétorique, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà, donc je vois quand même qu'il y a des trous. Je vois aussi que voilà, je me sens, voilà, j'ai de la chance, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a eu des moments où ça allait, mais il y a quand même pas mal de chance. Et puis, pas tout le monde a eu la chance de gagner enfin, c'était du haut niveau au final, tu vois. Il y a des gens, ils vont vivre toute leur vie sans connaître le haut niveau. Et toi, tu l'as connu. Et comme tu l'as dit, la pression, la décision millimétrée, peut-être qu'il y a des gens qui connaîtront jamais ça dans n'importe quel domaine. Et qui l'apprécient pas forcément. C'est ça, ouais. Parce que c'est aussi un choix, si tu veux. Parce que les tournois, enfin, ça monte de tournoi en tournoi, et tu vois le qualificatif d'après, et puis tu vas à la ville plus loin, et puis tu vas au pays plus loin. Enfin, il y a une gradation en fait. Et il y aurait peut-être des personnes qui se seraient dit avant, bon voilà, c'est peut-être pas si agréable que ça, quoi. Et moi, j'aimais ça, en fait. Donc, forcément, j'ai pu poursuivre. Et c'est vrai que le monde professionnel est un peu comme ça. Il y a pas mal de pression, quand même, mine de rien. Tu vois, des deadlines hard qu'il faut répondre. Il faut être présent ce jour-là. Il faut être au meilleur à ce moment-là et pas un autre et tout ça, tu vois. Donc, évidemment, il y avait une préparation de ce côté-là. Bon, je te remercie pour les fleurs du haut niveau. Mais je pense aussi que, tu vois, être ce qu'on appelle les parcours classiques, si tu veux, avoir classiquement fait un parcours brillant, je trouve que ça mérite aussi plein d'honneur, si tu veux. C'est très difficile intellectuellement. Tu vas faire une prépa, le souffle qu'il faut, tu vois, c'est un tournoi qui dure 2 ans. Boum, tu vois, autant te dire que t'as intérêt de. Tu vois, non, mais c'est vrai quand tu le regardes comme ça, parce qu'il y a une forme de compétition scolaire et tout ça qui continue, tu vois, dans l'excellence scolaire. Donc, non, je suis pas trop pour. Voilà, je dirais plus que voilà, il y a une synergie en fait évidente que je constate entre la multiplicité des types de savoir en fait, et c'est pour ça aussi qu'on parle d'intelligence collective en fait. Et c'est vrai que je constate que dans l'e-sport et spécialement dans les profils voilà des jeunes qui ont vite délaissé les études pour s'intéresser à leur compétition, à leur passion en fait d'abord, qu'en fait derrière il y a des profils qu'on peut savoir valoriser dans le monde du travail, et ça se voit sur WoW par exemple. Tu vois, si on reprend un vieil exemple où on a les preuves aujourd'hui, genre les leaders de guildes, mais ça fait des chefs de projet de fou. Ils ont appris à gérer tellement de personnes, tellement de choses, et c'est des profils qu'il faut qu'on sache valoriser dans le monde professionnel. C'est des talents vraiment, et aujourd'hui les champions, les gamins de LoL et de Fortnite, etc., ils ont plein de choses à dire sur le monde du travail en fait, et plein de talents à exprimer. Il faut absolument pas Enfin, ça serait vraiment dommage de les mettre de côté parce qu'ils n'ont pas encore appris la communication non violente. Pas grave, la communication, ça peut s'apprendre sur le tas, tu lis 2 bouquins et ça va, tu vois, tu t'entraînes un peu, mais il y a une tête bien faite derrière, et faut qu'on arrive à
à apprendre à les valoriser et en même temps de leur côté aussi à se dire mais ouais mais en fait le monde du travail c'est comme un jeu vidéo mais dans la vraie vie en fait donc il y a plein de il y a plein de trucs super sympas et c'est très drôle et en plus c'est un monde ouvert c'est Zelda quoi la vraie vie quoi donc on peut faire des trucs sympas quoi voilà je crois vachement dans cette synergie là dans la synergie de l'e-sport et du monde corporate. Ouais, clairement, clairement. Et puis là, en ce moment, avec toutes les nouvelles philosophies de travail, et puis voilà, la bienveillance, etc., justement, les entreprises cherchent de plus en plus ces nouvelles têtes, ces nouveaux profils, ces gens différents qui peuvent amener cette petite touche nécessaire à l'entreprise pour qu'elle bascule du côté clair, entre guillemets. Donc, ouais, ouais, je pense qu'on a tous, de toute façon, la diversité, c'est la force d'un collectif et bon, c'est pas à toi que je vais dire ça donc voilà, c'est effectivement moi je suis voilà, tu m'avais convaincu dès les premiers moments où on avait échangé et je continue dans cette voie fièrement, tous les jours. Il y a Ouais, Vincent qui te ouais ah putain mais je suis mais il y vraiment a un pas mauvais de élève problème, parce qu'à chaque fois je il y a reviens pas pas. de problème, c'est pas ton travail, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Comment tu gères ces trous? Comment tu gères ces trous? Non, mais c'est le Twitch, c'est le Twitch chat, quoi. Je veux dire, c'est la moindre C'est des ça. choses de lire le Twitch chat, voilà. Chat! Comment je gère ces trous? Bah, écoute, j'essaie de les combler un peu comme je peux, du point de vue culture G. Enfin, tu vois, j'ai repris des cours de maths, par exemple, individuels, ces dernières années. Euh, il j'ai vraiment trop, quoi. Je savais pas faire une multiplication de fractions, c'était pas possible, quoi. Genre, il y avait des cas de la vie concrète où c'était bloquant, voire humiliant, et puis même intellectuellement, voilà, c'était gênant, quoi. J'avais envie de retourner sur le terrain sur le champ de bataille de cette défaite et y retourner et le reprendre pas à pas. Et donc, bah voilà, j'ai pris des cours de maths, je prenais des cours de cinquième, puis je prends de cinquième, puis de quatrième, et puis on reconstruit tout. Et puis voilà, donc je les ai gérés un peu comme ça. Il se trouve que le cours Florent m'a donné le goût de la culture que j'avais pas du tout avant. J'ai lu plein de bouquins en cours Florent parce que j'étais obligé, enfin pas que j'étais obligé, mais enfin tu peux pas jouer un texte que t'as pas appris quoi concrètement. Mmh. Donc j'ai gardé un peu ce truc de la culture bouquin, la culture étude, la culture recherche, la culture expo, en fait tous ces trucs là. Donc j'arrive à combler les trucs culture G un peu politique, histoire, machin, langue. Ça va. Le cours Florent a bien remis une passe en fait sur ça. Les maths, j'ai essayé de reprendre des cours. Mais il y a quand même des trucs qui vont pas, tu vois, genre, je sais pas, tous les trucs de stats, d'Excel, de machin, ça c'est il y a des trous béants, quoi. Il a fallu que, tu vois, à Excel, il a fallu apprendre par égal somme, machin, bah, comment on fait une somme sur YouTube, ah, d'accord, bon, on fait une somme comme ça dans Excel. Et c'est con, mais en vrai, ça te limite vachement, tu vois, parce que c'est un truc banal, c'est un outil de la vie courante, quoi, de la même manière qu'une paire de ciseaux, quoi. Bon, bah, c'est la paire de ciseaux de l'Internet, quoi. Donc, il faut les rattraper, j'ai de les rattraper un peu petit à petit. Il y a des trous, évidemment, qui sont irrattrapables, mais en fait, avec le temps, l'expérience, tu compenses vachement. Parce que par exemple, sur l'intelligence collective, bon, globalement, je fais des séminaires. Bon, si tu veux, quand on est au 150e, bon, tu commences ça peut voir à peu près comment ça se fait, quoi. Donc bon, ça va, j'ai réussi à combler les trous. Et puis aussi, tu côtoies je côtoie des personnes qui sont brillantissimes, surcultivées, quasi tout le temps très bienveillantes, qui ont envie de partager. Et puis, ouais, voilà, c'est un truc un peu humain. Tu vois, quand tu sais un truc, tu as envie de le partager pour le plaisir au moins de le dire, et puis pour le plaisir de voir la personne l'apprendre. Donc il y a plein de personnes autour de moi qui m'ont appris des trucs et puis bah au fur et à mesure tu combles sur les endroits où tu as besoin. Alors évidemment il y a des trous que je comblerai jamais en physique chimie, autant te dire que le tableau périodique je ne ferai jamais. Hein. Alors, ça c'est sûr. Hein. Mais bon bah il se trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas le cas concret et s'il fallait vraiment l'apprendre, et ben on ira apprendre le tableau périodique. Écoute. Hein. Ouais. Ah là là. Ça fait délirer. Mais en tout cas, voilà, tu as clairement le profil du mec qui tryhard, comme on dit. Et donc, tu as su combler ces trous bah, par ton acharnement et cette culture de la gagne. Parce qu'au final, ouais, t'es un gagnant dans ce que tu as fait et ce que tu as apporté à ta manière. Donc, je pense que, ouais, après, il faut Allez, laisser le temps au temps. je prends. Car- Merci pour ce beau compliment. Ouais, non, je prends. Il faut pas. J'allais dire, ah non, pas tout à fait. Ouais, allez. On prend. C'est décembre, il fait froid, il faut prendre. On C'est a ça, besoin. un peu de chaleur dans nos cœurs, Ouais, mais voilà, ça. On prend. et On prend.
En parlant de chaleur, j'aimerais bien finir sur le dry run Ouais. heu, qu'on reparle de cette expérience que moi j'ai eu la chance de vivre et que toi tu as fait pendant combien de temps? Heu, 1 an et demi, je crois. 1 an et demi ah tous les ouais, jeudis. Ouais, je crois de tous tête. les Peut-être un peu plus, je sais plus. Un truc comme ça. pas mal, c'est pas mal et Mmh. donc est-ce que tu peux, décrire une après-midi au dry run? Et Ouais. avant que j'oublie aussi, de faudra que tu nous parles de ta petite base d'atelier, ce que tu as fait au travers, des âges, dans ce qui concerne l'intelligence collective et Ah, et la base je te d'atelier? laisse ouais, Ouais, bah, les 2 sont je te liés, laisse la ça marche. Allez, c'est un beau sujet le dry run, je l'aime bien. mmh, Donc, ouais, donc les dry run. Donc en fait, Pedro, lui, il a organisé ces trucs-là pour fédérer un collectif, globalement. Euh, et sauf que, bah, une fois que son collectif, il était fédéré, mais qui s'était fédéré autour de ce truc-là, en fait, donc tout le monde voulait que ça continue. C'était un peu une espèce de, j'allais dire, une prière commune, enfin un rituel agile, si tu veux, on peut prendre ces termes-là, quoi. C'était le rituel du groupe tous les jeudis après-midi, c'est le banquet de la connaissance. Sauf que bah, Pedro, maintenant, voilà, le business s'y prenait, et puis tu sais, quand tu as 3 propals à rendre pour hier, quoi, t'as pas trop le temps d'organiser le dry run, quoi. Voir, tu viens comme tu peux, enfin voilà, t'es un peu pris, quoi. Donc son enjeu, c'était, bah, est-ce que je peux pas, est-ce que quelqu'un veut pas en prendre la suite, quoi. Et donc voilà, les gens se le passaient un, deux, enfin il y avait un qui en faisait une fois, qui en était un autre, un peu comme les tours de vaisselle. Enfin, je le dis un peu comme ça, mais enfin il y avait personne qui avait eu ce truc de, allez, j'ai envie d'en prendre le truc, quoi. Et à un moment, bah c'était mon tour, je l'organise. Et j'en organise un et je un peu frustré parce que voilà, moi je viens du jeu vidéo, tu peux faire try again à la fin, quoi. C'est pas t'as pas une vie et t'es mort, quoi. mmh, Et donc je dis vas-y, je veux bien en faire 3-4 d'affilée là, histoire de réussir à construire un peu un truc. Et j'en fais 3-4 d'affilée et ça plaît en fait. Et en fait, au moment où je devais rendre les rênes, bah, finalement, il y avait personne qui voulait que. Enfin, les gens étaient ravis que je continue, quoi. Donc, bah, j'ai commencé à tous les organiser. Donc, alors maintenant, parlons-en concrètement, dans le concret, c'est quoi ce truc-là? Donc, je parle de banquet de la connaissance. C'était monté en fait autour d'un format, donc ça durait de 14 à 18 heures en général, pas toujours, vers la fin, ça durait plus de 3 heures, mais bon, voilà, c'était une après-midi, quoi, en gros. Et l'idée, c'était construit souvent autour d'un thème ou d'un savoir particulier, et donc d'une personne qui partageait ce savoir ou ce thème particulier. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait par exemple, si on prend Host Leadership, donc Host Leadership qui est une philosophie, une manière d'aborder le leadership, donc on peut en faire plein d'autres choses, mais en tout cas, ce truc, cette base-là qu'on avait, c'était ça, nous. Donc, pour en dire un mot, une seconde, c'est percevoir la place du, allez, on va dire chef pour aller vite pour que toutes les personnes sur YouTube nous comprennent, comme celle d'un hôte en fait. Au lieu d'être celui qui dirige et qui dit, en fait, c'est la personne qui accueille les autres. Et donc, cette métaphore-là est puissante parce que déjà, elle permet de penser la, j'allais dire, la direction comme un don de soi en fait, déjà. Donc ça, déjà, ça remet un peu la question de la hiérarchie et tout ça un peu plus d'aplomb, quoi. Et en plus de ça, on trouve plein de métaphores dedans et ça englobait aussi ce truc de servant leadership. Tout ça. Bon, je drop un peu des termes pour ceux qui veulent chercher et sur YouTube, mais voilà, Host Leadership, c'est vraiment balèze. Donc on a fait un truc autour de Host Leadership, il se trouve que moi je connaissais. Donc globalement, c'est une expérience qui peut se montrer en une demi-heure à 1 heure en fonction de combien de temps t'en as. Donc voilà, j'avais fait ça en 1 heure, première fois, donc 1 heure, paf, bon, vous avez vécu un truc, paf, tous les gens, hop, ils ont envie d'aller fumer, c'est la pause. Donc ils reviennent ensuite. Et après, bah, à partir de là, on peut construire sur ça, en fait. C'est quoi ce que ça vous évoque? À quoi est-ce que ça vous fait penser? Vous voulez rebondir sur quoi? Qu'est-ce qu'on pourra en faire? Est-ce qu'il y a des cas, etc. Et en fait, toutes ces questions-là, on peut les gérer en intelligence collective. Parlons une seconde voilà, ça ressemblait à peu près au Sal Dry Run. Je reparle un peu, je vais zoomer un peu après dans l'intelligence collective. Ça nous permettra de parler des ateliers. vas-y. Et donc voilà, c'était ça le format du dry run globalement. Donc j'ai envie de dire, l'invité star, c'était un savoir ou une connaissance partagée par une personne souvent. Et après, on en parlait, on essayait de construire dessus, on essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement dans nos métiers et nos missions respectives avec ce savoir-là. Voilà, c'était ça. Et du coup, en fait, dans cette espèce de lieu du partage, bah, tout le monde progresse intellectuellement. Et puis, ça devient aussi un lieu de zone de débat. Donc, bah, du coup, tu apprends aussi une forme de vie en collectif, tu vois, enfin, autour de l'intelligence, du débat, du désaccord, du machin. Donc voilà, c'était à peu près ça les dry runs. On a fait j'en ai fait, ouais, un par semaine pendant 1 an et demi.
Et voilà, et puis c'était très bien, et puis ça donne aussi un lieu de rendez-vous. Voilà, ça c'était pour le dry run. Donc il se trouve que dans ces dry runs, parfois on crée des ateliers, par exemple comme sur Host Leadership, pour nos missions spécifiquement. Ah bah tiens, j'ai ça aussi et tout ça. Et donc là, en fait, Pedro, en fait, en se retournant un peu, on se rend compte que Pedro, il a quand même beaucoup, beaucoup de très bonnes idées. Enfin, je dis Pedro, mais en fait, c'est l'entité Pedro Nico, hein, qui est vraiment un duo qui a du souffle. Et puis lui aussi, qu'on sait pas toujours, mais des fois, en fait, c'était son idée et tout. Enfin, voilà, il y a un Citizen, si tu veux, t'as un espèce de clan qui envoie, quoi. Mais donc, Ouais. leur idée, donc cette entité-là, brillante, c'était que quand on fait un truc, on le capitalise. C'est le mot capitaliser que moi, je connaissais pas. C'est si tu crées un truc, t'écris ce que tu as créé, en fait, pour pas que ça tombe dans la culture orale et que ça passe dans la culture écrite, parce que ça se partage mieux, en fait. Et tu pourras revenir dessus, tu pourras le réutiliser. Ça, c'est la culture proposition commerciale, en fait, qui fait ça, la culture de vie. Parce qu'une fois que tu as fait un truc pour un client, bon, tu vas pas refaire exactement la même chose pour un deuxième. Enfin, tu vas juste le copier-coller, quoi, ou reprendre les bouts, le rechanger, le remettre et tout ça. Et du coup, on avait fait pareil pour les ateliers. Quand on faisait un atelier, quand on inventait un atelier en dry run, bon bah, on en faisait une slide en fait, tout simplement. Et puis au moins, il était mis de côté ou tu le notais dans un Excel et tout ça. Et puis bah, au fur et à mesure, en fait, on s'est retrouvé avec une banque d'ateliers, 250 ateliers. Et du coup, c'était très bien parce que déjà, à la fois, on avait cette culture de l'invention, on connaissait assez bien les mécanismes des ateliers pour inventer un truc sur mesure au dernier moment, ce qui est très très pratique pour l'événementiel parce qu'évidemment, un séminaire, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours un imprévu, il faut toujours tout changer. Et donc, du coup, ayant cette culture-là, on pouvait inventer des trucs. Et à la fois, en ayant déjà cette grosse base-là, bon, en général, on pouvait aller piocher dedans. Et en fait, ce qui est intéressant avec les ateliers, et ce que je me suis rendu compte pas mal plus tard, c'est qu'en fait, l'intelligence collective, c'est pas plein d'ateliers, en fait. C'est juste une méthode. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'utilise, c'est une méthode toute bête, qui est le cœur, qui revient tout le temps et qui règle quasiment tous les problèmes tout seul. Ça va, j'ai fait assez de promesses. C'est, en fait, t'écris ce que tu vas dire avant de le dire. C'est vraiment d'une simplicité déconcertante, mais en fait, si la personne, enfin, t'es dans des groupes, mettons t'es quatre, on te demande tous, on pose tous une question, la première personne répond, la deuxième répond, mais du coup, elle a entendu ce qu'a dit la première, et puis bah, voilà, elle veut pas se répéter, etc. Donc du coup, elle construit sur la subjectivité du premier, et la troisième construit sur la subjectivité des deux prochains. Et en fait, le quatrième, il raconte même plus ce qu'il aurait dit s'il avait. Enfin, il dit quelque chose en étant quatrième qui est radicalement différent de ce qu'il aurait dit étant premier. Puis, et il est construit sur la subjectivité des trois premiers. Sauf que du coup, il ne partage pas sa subjectivité à lui, qui est pourtant la richesse, son truc spécifique à lui, en fait. Et le fait de l'avoir écrit en premier lieu, quelque part, c'est une forme de contrat entre lui et ce papier-là. C'est, voilà, ce que j'ai à dire, c'est ça. Et du coup, ça lui permet de partager sa richesse. Et en fait, ils sont montés sur ça, les ateliers. Quasiment tout le temps. Enfin, c'est ce qui génère l'intelligence collective à la base, en fait. Bon, alors, évidemment, il y a plein de choses enfin, il y a quelquefois quelques détails, mais ce simple truc-là règle la majorité des sujets. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, enfin, en fait, c'est quelqu'un qui l'avait amené, on l'a théorisé, etc. En collectif, évidemment, comme à chaque fois pour les dry runs. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on pouvait inventer des ateliers sur tous les sujets pour faire tout et n'importe quoi. En fait, on avait la clé, le passeport universel, quoi, en gros. Génial, c'est super, super intéressant. C'est vrai que moi, j'avais pas eu tout cet historique du dry run et ouais, c'était pour le peu de fois où j'ai pu y venir, j'étais effectivement assez subjugué par ce collectif qui vraiment, voilà, une demi-journée par semaine dans un grand cabinet, mine de rien, c'est beaucoup, tu vois? Et quand même d'avoir cette passion, parce que c'était avant tout ça, quoi, de créer et de s'améliorer constamment. Hem, C'était, ouais, je trouve ça vraiment génial. Et d'ailleurs, j'ai eu forcément, j'ai rien inventé, mais je vais essayer de faire un truc pareil comme ça sur ce Discord Agilitare. Donc voilà, si tu veux participer, Ok. n'hésite pas. En tout cas, je serais ravi d'avoir ton insight. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Et voilà, juste, effectivement pour s'améliorer dans la pratique et la facilitation surtout d'ateliers agiles à la base. Voilà, tout ce qui est, serious game, rétro, icebreaker et cetera. Donc voilà, je pense que ça sera mis en place, 2021 et puis, voilà, on va faire, comme le dry run sait bien faire, itératif et incrémental. Heu, C'est-à-dire avec comme on peut, quoi, en gros. Comme on c'est peut à chaque fois. exact. C'est à peu près ça que ça veut dire. Hein.
Exactement. Bah écoute, 2021 est plein de promesses, hein, déjà. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, effectivement, ça m'excite beaucoup. Hem Et ben, écoute, Rémi, je sais pas si tu veux dire quelque chose pour le mot de la fin. En tout cas, moi, ça m'a fait, extrêmement plaisir de t'avoir, ici. Heu, Merci. Merci, écoute, je me suis bien amusé. J'étais obligé de boire à la fin, j'ai parlé trop vite, trop. Non, c'était amusant et merci pour les questions dans le chat. C'était un bon rebond, c'était sympa. Non, c'était amusant et puis surtout, non, et puis surtout l'annonce, quoi. Tu vas faire de dry run, quoi. Le truc. Non, non, c'est génial. Évidemment que je viendrai. Non, et puis en plus, tu ajoutes un truc nouveau sur Discord, en fait. Donc, t'es pas dans, ah, t'es pas dans la quête vers un truc qui a déjà existé, le reproduire un âge d'or. Non, non, non. Tu inventes l'âge d'or parce que du coup, ça va être sur le digital, la félicitation digitale qui a tout ouais, inventé. Cette période et tout. Non, c'est mmh, passionnant. Et il y a tout inventé sur le digital. C'est génial. C'était c'est la clair. plus grande nouvelle de, malheureusement, enfin bon, dans chaque catastrophe, il y a ces bonnes nouvelles, mais ça, c'est sur ça que Mmh, voilà, c'est quoi, ce sera ça le mot de la fin. C'est que cette année 2020, qui n'avait pas que des avantages, elle avait quand même un truc formidable d'un point de vue effervescence intellectuelle. C'est le moment où on dit, bon bah voilà, il faut faire des ateliers, mais on n'a plus le droit au physique. Le réel, c'est interdit maintenant. Allez, allez, good luck. ah Et ouais, du coup, il faut tout réinventer. Et du coup, c'est génial parce que c'est comme si tu recommences tout, mais tu recommences pas de zéro en fait. Tu recommences tout en sachant tout ce ouais, que tu sais. Donc, ça fait un terrain de jeu formidable, quoi. Et donc ça, ce mois de mars, il était, j'en dormais pas tellement c'était passionnant. Et je suis ravi et je suis sûr que vous allez inventer plein de trucs. Il y a tellement tout à faire en termes d'outils, de machin, de tempo, de dynamique. Comment est-ce que tu fais pour comprendre comment les gens sont derrière leur caméra et tout. Enfin, voilà, ça, mmh. plein de belles choses. Bah, écoute, merci encore, vraiment 1000 merci Rémi. Merci à Vince. Tu connais la chanson, Vincent, tu peux mettre ton petit rôti dans le chat. Donc, pour ceux qui nous regardent, c'est une note de 1 à 5 qui permet de «noter» entre guillemets la qualité et le retour sur investissement du temps que vous avez passé avec nous. Voilà, petit moyen de nous améliorer continuellement en bonne agiliste ou consultant d'intelligence collective. Voilà, un bon 5. Merci, merci Vincent. Et puis, Je suis ravi merci. que. Vas-y, Ouais, non, ravi que vous ayez passé un bon moment. C'était marrant. parfait. Et voilà. Et merci à ceux qui regardent ça sur YouTube Mhm. en décalé. Euh, voilà, Rémi Fortier, donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez justement des séminaires à Digital. organiser. Il fait tout, tout, tout est possible. Merci Rémi, Merci. passe une bonne soirée et à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Salut à tous. À plus tout le monde. Ciao.